Bonjour, bienvenue dans Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler des relocalisations d'emplois dans le droit des affaires avec le Brexit. On parlera également de la fiducie gestion, une solution innovante pour désendetter les sociétés cotées. Et enfin, on terminera avec le flex office dans les cabinets d'avocats. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Gallian, consultant chez Heidrick & Struggles, qui va nous parler donc des relocalisations d'emplois dans le droit des affaires suite au Brexit. Mathieu, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on observe une accélération des mouvements des professionnels de la City vers l'Europe continentale. Comment l'expliquez-vous et comment ça se traduit ? Il y a effectivement un mouvement de fond. Alors c'est amusant parce que les prévisionnistes ne s'étaient pas trop trompés. En 2017, il y avait une étude du cabinet Oliver Wyman qui avait prévu que 75 000 postes pourraient quitter la City si le Brexit intervenait sans accord. Et de fait, la City est vraiment le parent pauvre, laissé pour compte. Donc aujourd'hui, on peut considérer que c'est fait sans accord. Le constat est sans appel. On constate aujourd'hui qu'on a, à fin janvier, déjà 7500 professionnels qui ont quitté la City. Donc il faut comparer ça avec, à la même époque de 2017, il y avait un sondage chez les professionnels qui pensaient que rien que la première année, 10 000 personnes quitteraient la City. On en est à 7500, à remettre en face de 450 000 personnes dans la City, mais on n'en est qu'au mois de janvier. C'est quand même pas négligeable. C'est quand même un mouvement de fond, absolument. Alors, est-ce que Paris tire son épingle du jeu par rapport à Francfort ou Dublin, par exemple ? Oui, absolument. C'est vrai que c'est un mouvement général. Il n'y a pas que Paris, naturellement. Le transfert, tout simplement, déjà du volume d'achat sur les sociétés européennes, qui représentait quand même un tiers du volume, était fait au LSI. Le 4 janvier, c'est fini. On a à peu près 6 milliards de transactions qui partent sur Amsterdam, mais aussi sur Paris. Et donc à Paris, on a tout un certain nombre de banques, notamment américaines, qui se sont musclées. Parfois très en amont du Brexit, notamment toute la partie asset management des banques privées. Sur la partie trading, du fait de cette obligation de relocalisation, on a quand même des banques qui ont remis des desks de trading quand elles n'en avaient plus depuis 2 ans, rebasculent des banquiers, rebasculent des fonctions derrière support. Et ça fait tout un mouvement de fond, et là-dessus, Paris tire vraiment son épingle du jeu. Pour donner un ordre de grandeur, on a à peu près 50% de plus de transactions sur la bourse de Paris depuis le 5 janvier à peu près. Donc c'est quand même un vrai mouvement de fond, et ça impacte les professionnels derrière. Quels sont les emplois qui sont concernés ? Alors il y a forcément tous les emplois de front, hein, les senior bankers et tout ce que vous pouvez avoir de fonctions commerciales ou de conseil sur tous les métiers finalement des services financiers, mais derrière vous avez aussi toutes les fonctions support, et ça touche notamment justement les juristes, les financiers, les compliance officers. Il faut bien comprendre que relocalisant des métiers à Paris, on va avoir des régulateurs locaux, donc en l'occurrence l'AMF et la CPR pour ce qui nous concerne, qui préfèrent avoir des professionnels locaux. Donc ça crée des opportunités de compliance officer dans les différents corps de métier, de chief risk officer, de CFO, de directeur juridique, tout un ensemble en fait de professions de contrôle qui de facto voient des opportunités s'ouvrir à Paris. Oui. Alors, est-ce que de nouvelles implantations de cabinets d'avocats d'affaires sont prévues à Paris, par exemple ? Alors, il y en a toujours régulièrement. Après, c'est plus délicat de les lier spécifiquement au Brexit. Ce qui est vrai, il y a des questions à se poser. Est-ce que les Anglais qui ont pendant très longtemps travaillé avec nous à l'édification du droit communautaire vont continuer à faire du droit de la concurrence communautaire ou du droit communautaire tout court? C'est quand même une question qu'il faut se poser. Il y a quelques dispositions transitoires sur les métiers de conseil. Alors je pense aux cabinets d'audit, mais évidemment les cabinets d'avocats. On peut quand même penser qu'on n'aura pas une multiplication des partnerships anglais en France comme ça a pu être le cas il y a encore quelques années. Mais ce qui est vrai par contre, c'est que ça crée
énormément d'opportunités pour ces professions de conseil, au premier rang duquel les avocats, les auditeurs, les consultants, parce qu'il faut accompagner ces entreprises qui vont se relocaliser en France. Donc là, on a Adolphe Godard, par exemple, choisit de s'installer à Paris. Absolument, absolument. Et il y avait, si vous voulez, traditionnellement, pour toutes les grandes firmes qui ont fait des fusions transatlantiques, vous aviez des hubs importants au niveau IMIA qui étaient basés à Londres. On peut quand même se poser la question du poids de ces hubs. Il est probable que le barycentre de l'activité se situe à terme moins à Londres, mais effectivement pousse des acteurs à s'installer de manière plus locale. Bon, on va suivre ça avec attention là. Absolument. Merci Mathieu. Vous êtes toujours dans Lex Inside. J'ai le plaisir de recevoir Cyril Degnaud, avocat associé au sein du cabinet Janté, pour parler de la fiducie gestion, une solution innovante pour désendetter les sociétés cotées. Bonjour Cyril. Bonjour Arnaud. Alors qu'est-ce que la fiducie gestion ? Alors la fiducie gestion, c'est l'équivalent du trust anglo-saxon. C'est une espèce de super séquestre, c'est-à-dire que des parties instruisent cette fiducie, qui est un contrat, de réaliser certaines opérations avec un transfert de propriété d'actifs, donc soit du cash, soit des actifs, et on lui donne pour mission de gérer ces actifs pour le bénéfice de certaines personnes. Donc les gens connaissent souvent la fiducie comme fiducie sûreté, qui permet de protéger, d'être une garantie. Et là, c'est la fiducie gestion, c'est-à-dire de demander à cette partie, le fiduciaire, de gérer certains actifs. Alors, en quoi ça peut être un outil pour désendetter les sociétés cotées ? Alors, effectivement, la fiducie gestion, on lui a trouvé une nouvelle utilité. Une fois de plus, ça vient de la pratique. C'est parce que des clients sont venus nous voir en disant voilà, moi, au niveau de ma situation de trésorerie, ça va, mais j'ai le mur de la dette, j'ai pas mal d'endettement, notamment là, avec les PGE qui ont été pris en grand nombre par les sociétés cotées l'année dernière. Donc nous, nos clients sont des sociétés cotées qui viennent nous voir en disant comment je vais faire pour rembourser ces dettes avec une échéance qui arrive bientôt. Et j'aimerais bien utiliser mon cash pour faire autre chose. Est-ce que vous avez des idées ? Et on leur dit, soit vous faites des grosses augmentations de capital et vous remboursez vos dettes. Encore faut-il, pour des PME, ETI, des sociétés qui ont parfois du mal à faire des augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant élevé, ou une offre au public. Parfois, c'est pas si simple pour les sociétés cotées. Donc, du coup, ils disent, voilà, je ne peux pas lever du cash par augmentation de capital pour rembourser mes créanciers. Ou alors, il y a la situation traditionnelle qui est de renégocier un échéancier, rééchelonner la dette avec les banquiers. Mais là, ça veut dire qu'on ne fait que repousser le problème. Ou alors, c'est négocier avec les créanciers pour essayer de leur faire accepter une décote, un haircut, comme on dit en bon français. Ou, dernière étape, les créanciers incorporent au capital leurs créances. Et c'est, par exemple, c'est les dossiers CGG, Valbrec, où en fait les créanciers prennent le contrôle de la société. Et les sociétés cotées, elles ont un vrai sujet lorsque les créanciers, les banques prennent le contrôle, c'est que derrière, il y a OPA obligatoire, etc. Et par ailleurs, les banques créancières, elles ont des problèmes de ratio prudentiel qui font que parfois elles ne peuvent pas ou elles ne doivent pas détenir des actions en direct. Donc il y a un sujet. Et c'est là qu'arrive la fiducie comme solution. C'est-à-dire que plutôt que de dire aux banquiers incorporez votre créance en capital, mais derrière vous êtes actionnaire, il va falloir gérer ça vous-même et lancer peut-être une OPA obligatoire, on leur dit faites faire le travail par quelqu'un d'autre, la fiducie. Concrètement, comment ça fonctionne ? Donc concrètement, ça veut dire que le créancier, il a par exemple une créance d'1 million sur une société cotée, il la transfère en fiducie, la fiducie gestion, donc il n'en est plus propriétaire. Maintenant, le titulaire de la créance, c'est la fiducie. La société cotée, elle émet des bons de souscription d'actions à la fiducie, et la fiducie, elle utilise sa créance pour souscrire à des petites augmentations de capital, un petit peu tous les jours, en exerçant les BSA. Normalement, l'exercice des BSA, ça se fait en versant du cash à la société, mais là, ce n'est pas en versant du cash, c'est en prenant un petit peu de la créance qu'elle détient pour faire des petites augmentations de capital. Et après, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équitisation, donc c'est la transformation de la créance en capital, en action. Et après, il y a la monétisation, c'est transformer les actions en cash. Et donc la fiducie, quand elle a récupéré les actions qui lui ont été émises par la société cotée, elle les cède sur le marché, puisqu'on est sur des sociétés cotées,
elle récupère du cash, et le cash, in fine, c'est toute la magie de la chose, revient au créancier. Donc si je résume, le créancier, il a mis sa créance dans la fiducie. La fiducie a utilisé cette créance pour faire des petites augmentations de capital tous les jours. Avec les actions qu'elle reçoit, elle les vend sur le marché. En général, on limite les volumes à 10% des volumes quotidiens pour pas que ça ait un impact baissier sur le cours. Elle reçoit du cash et le cash retourne au créancier. Donc c'est une mécanique qui peut sembler un peu complexe, mais qui permet in fine aux créanciers de se faire rembourser en cash, ce qui évidemment était sa préférence par rapport à un rééchelonnement de la dette. Et pour la société cotée, c'est vrai qu'elle a pu du coup rembourser son créancier sans elle-même sortir du cash. Alors, est-ce que ça fonctionne avec le PGE? Alors c'est effectivement une question que nous posent un certain nombre de clients, vu le nombre de PGE qui ont été pris par des sociétés cotées l'année dernière, en disant voilà, votre mécanique, elle est intéressante, est-ce que ça marche aussi pour les PGE? Et donc là, le sujet, c'est que pour les PGE, l'enjeu, c'est de savoir si la garantie de l'État va tomber. On a dans les textes sur les PGE un texte qui dit que la garantie de l'État tombe en cas de cession de la créance. Ça, c'est un sujet qui est un point aujourd'hui qu'on discute avec les banques, avec lesquelles, enfin certaines banques de place françaises, avec lesquelles on a discuté, qui nous disent que la mécanique les intéresse, mais il faudrait quand même juste clarifier cette petite part d'ombre. Évidemment, on n'est pas dans un schéma où la créance de grandes sociétés, de grandes banques françaises est cédée à un fonds vautour américain, voilà. On n'est pas dans la titrisation de dette comme ça. On est vraiment dans le créancier, mais dans la fiducie pour se faire rembourser in fine. Mais ce n'est pas un transfert, ce n'est pas une cession à une autre banque. C'est elle-même. Et d'ailleurs, si la fiducie finalement ne devait pas marcher parce que la société cotée ne devient plus cotée, donc le système ne marche plus, ou la société cotée n'a plus la liquidité suffisante parce que du coup il n'y a pas assez d'échanges, donc on n'arrive pas à écouler les actions, dans ce cas-là, ça ne marche plus. Et donc dans ce cas-là, on doit bien avoir la possibilité pour la créance initiale du créancier de lui revenir. Et évidemment de se retrouver dans la même situation qu'avant la mise en place de la fiducie. Sinon, ce n'est pas intéressant pour les banques si elles perdent la garantie de l'État. Donc on est en train de faire un petit travail de lobbying pour juste faire un petit avenant pour dire, étant précisé qu'une mise en fiducie ne ferait pas tomber la garantie de l'État, parce qu'effectivement, il y a des enjeux importants vu tous les PGE qui ont été pris et donc les remboursements des PGE à venir, parce que les PGE, c'est de l'argent qu'il va falloir rembourser. Donc aujourd'hui, on a déjà fait 2 dossiers avec Arcos et Cybergun sur des dettes existantes, qui peuvent être des dettes bancaires ou des dettes obligataires. Mais effectivement, c'est intéressant de voir si ça marche aussi sur les PGE, puisque ça, c'est quelque chose qui effectivement, à court moyen terme, sera d'actualité pour les sociétés cotées. On va conclure là-dessus. Merci Cyril Degnaud d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci à vous Arnaud. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler du flex office dans les cabinets d'avocats. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Quentin Leroux et Hervé de Kervas-Doué. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le flex office? Alors, je crois qu'il faut parler du flex office chez BG2V. Parce qu'il y a probablement autant de flex office que de cabinets ou d'entreprises. Sachant que je crois qu'on est un des premiers cabinets d'avocats parisiens à mettre clairement en place le flex office. Et donc chez nous, l'idée a consisté à se dire qu'il fallait encourager la cohésion au sein du cabinet, encourager les échanges et ne pas avoir ces signes statutaires entre les uns et les autres, les associés, les collaborateurs, les assistantes, pour fluidifier les échanges. Et donc le flex office a consisté à faire 2 espaces distincts, un espace client, un espace interne. Et au sein de l'espace interne, chacun s'assoit absolument où il veut. Il y a des bureaux fermés. Alors attention, le flex office, ça c'est important de bien le préciser, n'est pas un open space. On a besoin de tranquillité, on a besoin de pouvoir s'isoler. Et donc on a fait des bureaux entre 2 et 4 personnes, avec des possibilités. Il y a une dizaine de salles où on peut s'isoler, organiser une réunion avec son équipe, avec d'autres personnes, avec des visios, sans visio. Et donc le flex office, une partie du flex office, parce que Quentin a développé une autre partie, consiste effectivement à s'asseoir avec quelqu'un, on ne sait pas par avance, en arrivant le matin. Ça peut être un associé, ça peut être des collaborateurs, ça peut être une assistante. Et comme ça, on apprend à mieux connaître
à mieux se connaître les uns et les autres, à échanger, à écouter des gens qui font pas nécessairement partie de notre équipe. Et donc la relation est plus fluide. Elle est plus fluide, elle est plus enrichie. Elle est plus aussi horizontale, parce qu'en fait, il n'y a plus, donc Hervé le disait, il n'y a pas d'aspect statutaire. Donc tout le monde est traité et logé à la même enseigne, donc aucune place attribuée pour personne. Ce qui permet donc un brassage des équipes, un brassage des générations, un brassage des statuts. Voilà. Et l'autre avantage, et Hervé en a parlé, c'est que ça permet en fait selon la tâche que vous réalisez, si vous avez besoin de concentration, si vous avez besoin de bosser, de travailler à plusieurs, si vous avez besoin d'un aspect plus ludique, vous pouvez changer de place au gré de vos envies, donc plusieurs fois dans la journée si vous le souhaitez, ou vous ne changez pas, c'est pas une obligation non plus de changer. Et c'est aussi une façon, enfin c'est la résultante, c'est qu'on a créé des espaces communs généreux. Donc il y a les espaces dont parlait Hervé où on s'assied spontanément, il y a les espaces dans lesquels on peut se déployer pour des conf calls ou pour s'isoler, il y a aussi des espaces communs, bibliothèques, cafétérias, qui sont des grands espaces et qui sont des espaces aussi où on peut travailler. Des espaces de convivialité aussi. Alors convivialité énormément et aussi travail. Alors pourquoi c'était important pour BG2V de choisir ce mode d'organisation ? Alors à la base, ce qu'on a souhaité, c'est insister sur une partie de notre ADN qui est la cohésion au sein des équipes. Donc Quentin a eu cette idée, je suis arrivé après sur l'équipe pour l'aider. Donc on a réfléchi à ce que pourrait être le flex office pour un cabinet d'avocats. Et une fois qu'on a suscité l'adhésion au sein des associés, on a présenté le projet en interne, qu'on ne voulait absolument pas imposer comme ça. Ça a été bien accueilli ? Et ça a été très bien accueilli. Assez curieusement, c'est certains plus jeunes qui ont été réticents, qui ont émis des réserves. Qu'on a réussi à convaincre, et aujourd'hui, après un an, on est fiers de dire que tout le monde est absolument enchanté du résultat. Donc un bilan positif. Très positif. Un bilan très positif. Et c'était assez drôle de voir, effectivement, au-delà du fait que c'était les plus jeunes qui étaient les plus réticents, il y avait un certain nombre de sujets ou de réserves qui étaient liés à l'utilisation du papier, à l'individualisation des bureaux, qui étaient des sujets qui sont apparus très tôt et qui ne se sont pas du tout confirmés. Alors on a traité ces sujets, donc on a essayé d'anticiper ces réserves-là et ces problèmes-là, et en fait c'est des problèmes qui ne se confirment pas, c'est-à-dire on a zéro sujet aujourd'hui de gestion de papier, zéro sujet lié au fait qu'il y a une politique du clean desk, donc le soir on est censé évacuer le bureau, ça ne pose aucun sujet. Voilà, tous les sujets qu'on avait un petit peu, qui étaient vus comme des sujets un peu bloquants ne le sont pas, et au contraire tout ce qui était vu comme des sujets positifs sont encore plus positifs aujourd'hui. Au final, qu'est-ce que ça a changé dans la manière de travailler ? Je crois qu'on peut dire qu'on est plus efficace. Et en fait, c'est aussi une des raisons importantes pour lesquelles on a fait ça. C'est que ça fluidifie les échanges. C'est très facile d'aller poser une question au fiscaliste, à l'avocat de droit social, sans aller faire 3 étages de couloir. On est tous au même niveau, c'est important de le dire. Hein. On a choisi spécialement ces locaux au même niveau. Et donc, on est plus efficace, en fait. Et orienté donc vers le résultat, qui est ce qu'on recherche. Et j'ajoute qu'il y a une cohésion alors, qui existait déjà, mais qui avait tendance, qui aurait pu décliner si on avait conservé une organisation classique de bureaux à plusieurs étages avec bureaux attribués, parce on a une forte croissance, et donc on a anticipé le fait que cette croissance pouvait, si elle n'était pas suivie par un effort ou une adaptation immobilière, poser un problème, et donc on a une cohésion des équipes et une cohésion du cabinet qui est assez extraordinaire, et cette horizontalité qui est assez inédite dans le monde des cabinets d'avocats, qui est un atout extraordinaire pour nous et au service de l'efficacité. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de Lex Inside. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.